bonjour à vous tous et merci d'être de nouveau en notre compagnie pour ce dimanche matin. Nous sommes ravis de vous accompagner. À mes côtés pour ce rendez-vous dans Roue Libre, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Coucou Malolo, bonjour à tous. Et puis Jade, et qui est l'une de nos jeunes également de cette équipe de production dans Roue Libre. Bonjour Jade. Bonjour, bonjour tout le monde. Si vous avez regardé les 2 premières émissions, on parle de tout ce qui nous intéresse, nous qui roulons. Allez, c'est parti. Alors Pierre, qu'est-ce qui t'arrive cette semaine ? Eh bien, c'est très simple. En fait, j'ai vu les propos d'une association qui s'appelle Transport et Environnement. Cette association dénonce le fait que nos véhicules sont toujours plus gros, toujours plus larges, en pointant du doigt presque les méchants constructeurs qui auraient tendance à faire en sorte que ça empiète sur l'espace public. Alors, je voudrais déjà leur répondre, eh bien, sur un premier point, celui de la hauteur. Est-ce que tu sais, tiens, Jade, pourquoi les véhicules ont progressé en hauteur? Parce que c'est un fait, ils ont gagné 21% en hauteur entre 1960 et aujourd'hui. Ah oui, donc... Peut-être qu'on a grandi. Ouais. Alors toi, je sais pas. Oh non. Mais en tout cas, oui, les Français ont grandi. Quand on regarde, tiens, les hommes en 1960, ils faisaient 1m68 en moyenne. Aujourd'hui, ah ouais. 1m77. Mais donc tu étais dans la moyenne, toi, avant. Ouais, c'est ça, ouais. Wonder Woman. Allez, tiens, on parle de toi, Laurence. Les femmes en 1960, elles faisaient 1m60, facile à retenir. 1m60 en 1960. Aujourd'hui, vous faites en moyenne, mesdames, 1m64. Vous avez aussi grandi un petit peu. Donc, fatalement, avec des Français et des Françaises qui sont plus grands, eh bien, on a besoin d'un petit peu plus de hauteur dans la voiture. Voilà ce qui explique notamment l'augmentation de la hauteur de nos voitures. Oui, messieurs les écolos, vous avez raison. Ça a augmenté en hauteur, mais ça s'explique. Alors, par contre, la même association, Transport et Événements, pointe le fait que les voitures sont quand même plus larges aussi. Alors, elles sont plus larges. Et alors là, franchement, pardon, mais... tout le monde est en sortie de piste là-dessus du côté des écologistes parce qu'ils vous dénoncent ça comme si les méchants constructeurs faisaient exprès de faire des voitures plus larges. Ben non. En fait, il faudrait leur expliquer qu'on a des enfants. Et qu'avec des enfants, on a des dispositifs de sécurité. Quand on met Jade dans la voiture, on la met dans un siège auto. Non, pas Jade. Et ce siège auto, en fait, maintenant, pour homologuer une place dans un véhicule, il faut pouvoir avoir l'espace d'un siège entier. Pas une banquette arrière comme à l'époque. Donc si on veut un siège, il faut forcément des petites attaches isofixes. Et là, tous les parents qui nous écoutent voient de quoi je veux parler. 3 sièges à l'arrière, ça veut dire 3 fois les sièges auto, d'où un élargissement des véhicules. Donc effectivement, les voitures, eh bien, elles ont progressé en largeur. Depuis le 1er janvier 92, les enfants de moins de 10 ans, donc d'une taille inférieure à 1m35, doivent être installés dans un siège adéquat. C'est ça qui a créé l'augmentation en largeur des véhicules. En fait, la voiture suit l'évolution du modèle familial, tout simplement. Ah, mais je savais pas, parce que je me souviens, moi, de la première 2 chevaux que j'avais quand j'ai commencé à conduire, c'était une banquette. C'est la banquette. C'était une banquette. Ouais, et puis on couchait les enfants. Et tu te rappelles, on couchait les enfants, puis Ouais. on disait, bon, t'as sommeil, tiens, prends le coussin. Et ça nous paraissait normal. Aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est vrai qu'il y a au moins 3 places, même si celle du milieu, elle est quand même un petit chouille, un peu petite. Alors, on a parlé de la hauteur, on a parlé de la largeur. Là, ce que font aussi les associations de l'environnement, c'est qu'elles pointent le fait que les voitures sont devenues plus lourdes. Une histoire de poids. Alors là encore, oui, mais il va quand même falloir leur montrer à peu près les chiffres, puisque le poids moyen d'une voiture vendue en France est passé d'en gros 950 kg à 1 tonne 250. Donc incontestablement, les voitures ont progressé en poids. En fait, c'est la plupart des équipements justement de dépollution et les éléments de sécurité qui se sont adjoints et qui se sont positionnés sur les véhicules qui ont fait qu'ils sont devenus de plus en plus lourds. Donc en fait, les véhicules modernes sont plus lourds. Ben pourquoi? Ils sont déjà un petit peu plus larges, on le sait pourquoi. Un petit peu plus haut, on a compris pourquoi. Des systèmes de dépollution en plus, au final, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a fatalement des véhicules qui pèsent un peu plus. Allez, je rappellerai quand même à messieurs et mesdames les écologistes que les véhicules les plus lourds... Ce sont les véhicules électriques. Bah oui, avec la batterie. Voilà. Et voilà. Dans quelques instants, on va accueillir Maître Yoska, qui est notre avocat. Vous nous laissez la place, hein, Jade? Évidemment. Vous revenez. Et puis on va vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà grillé le feu rouge parce que vous aviez ou un camion de pompiers ou une ambulance qui poussait derrière, tout feu allumé? Ça vous est déjà arrivé? A-t-on le droit? Permis, pas permis? C'est maintenant. Et dans notre rendez-vous, nous allons nous poser la question de savoir si, par exemple, derrière nous, on a les forces de l'ordre ou une ambulance qui pousse alors qu'on est au feu rouge. Permis, pas permis de les laisser passer, et donc nous-mêmes de passer le feu rouge. Bonjour Maître Yoska. Bonjour Laurence. Ça va? Bonjour Pierre. Ça va et toi? Oui. Permis, pas permis de se raser du coup? Bah là, oui, j'ai fait un effort. Ça vous va bien. Merci. Je vais rougir.
Alors, permis, pas permis, je vous pose la question dans quelques instants. Tu sais, toi? Moi, je sais ce que je fais, oui. Alors, je me mets sur le côté, je laisse passer, hop, je me rentille derrière pour essayer de griller tout le monde. C'est pas ça la bonne réponse? Non, c'est pas ça. Nous sommes allés vous poser la question, c'est Lenny que vous avez rencontré, permis, pas permis, du coup, de mordre le feu rouge pour laisser passer derrière les forces de l'ordre, par exemple. Écoutez-vous. Peut-on dépasser un feu rouge lorsqu'un véhicule de police a déclenché son gyrophare? Bah non, c'est pas permis. Moi je dirais permis quand même, si jamais il y a une urgence ou quoi. Je dirais que c'est permis, du moment qu'on gêne pas la circulation. C'est permis. Ouais, non, je pense permis. Il faut se mettre sur le côté. Oui, bah ça dépend de la situation quand même. Et on va pas s'il y a quelqu'un en face, mais si on peut, permis. En principe, non. Pas permis. Oui, c'est permis. Gyrophare. Permis. Oui, c'est permis, oui. Alors, Maître Yoska, permis, pas permis? Parce que Bon. là, c'est quand même permis pour la majorité d'entre nous. Non, mais c'est une question très intéressante parce que tout le monde s'est posé la question, tout le monde s'est retrouvé derrière ou devant un car de police ou une ambulance du SAMU, pédiatrique, enfin bon, à Paris, ça arrive tous les jours. Il y a une réponse bien évidemment juridique, puis il y a une réponse aussi logique. Et bon, tout le monde ne connaît pas la loi, mais on va réfléchir un tout petit peu en logique. Vous allez voir que c'est assez facile. À partir du moment où vous avez un car de police qui vous demande de forcer le passage, un feu rouge, bien évidemment, vous le laissez passer pour la bonne et simple raison qu'il est en intervention, il a besoin de se déplacer rapidement pour arriver éventuellement sur le lieu d'un accident ou éventuellement s'occuper d'un malandrin. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, vous le laissez passer, d'autant plus qu'il y aura les sirènes. En revanche, va se poser la problématique de s'il y a un radar automatique et si vous êtes flashé. Parce que là, il n'y aura peut-être pas de motif à discussion. Donc, normalement, c'est le policier qui est à Rennes derrière son écran, qui, au moment où il va recevoir la contravention, a la possibilité... La photo de la contravention, et là, la possibilité, bien évidemment, de retirer cette contravention et de la mettre au rebut. Et c'est ce qu'ils font la plupart du temps sur 20% des contraventions. Parce qu'on voit le véhicule derrière qui... Alors, il aura la possibilité de voir le véhicule si on le voit. Si le véhicule de police est passé très vite et que lui a été flashé, justement, alors que le véhicule de police n'apparaissait plus sur la photo, il fera une contestation, bien évidemment, et il demandera à ce que ça sera renvoyé devant le tribunal de police. Et le tribunal de police, il expliquera, éventuellement avec un témoignage de la personne qui était à côté de lui dans l'habitacle, en disant, bah, on est passé parce qu'il y avait une force de police qui nous a poussé. Que, voilà. Police, ok. Pompier. Oui, pompier aussi, bien évidemment. SAMU aussi. Alors, en revanche, il y a un petit piège. Est-ce que vous laissez passer obligatoirement une ambulance civile, j'allais dire, qui ne dépend pas de l'État et qui vous pousse? Moi, je le fais. Non. Bah, normalement, non. Parce qu'il n'a pas la priorité de l'État. Oui, il peut avoir le gyrophare, parce qu'en fait, ils ont tous un gyrophare. Ils ont tous un gyrophare qu'ils utilisent la plupart du temps à mauvais escient. Ils utilisent le gyrophare de façon un peu cavalière, mais ils n'ont pas la priorité de l'État. Ils n'ont pas l'ordre de la loi. C'est ce qu'on appelle l'ordre de la loi. Alors, la question est la suivante, c'est que si effectivement je me pousse et que je me fais flasher par le feu du rouge, le flash du feu rouge, et qu'on voit que c'est une ambulance, est-ce que là, je peux risquer quand même... Ben, vous risquez que le président du tribunal de police vous dise, écoutez, vous n'avez pas l'ordre de la loi, vous êtes passé, et vous êtes peut-être passé de façon un peu cavalière. Là, en l'occurrence, il fallait pas passer, donc je vous colle la contravention. Contravention de 135 €, 4 points, bien évidemment. Ah Eh ben oui, c'est un feu rouge. C'est un feu rouge. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que dans les faits, on a plutôt tendance, l'ambulance, à se dire, il y a peut-être quelqu'un qui a une jambe cassée à l'intérieur, il y a une femme qui va accoucher. Voilà. Les états vraiment de vie ou de mort se font SAMU, grands blessés, grands asphyxiés, grands brûlés. SAMU. Voilà. Si vous êtes entre la vie et la mort, vous n'allez pas appeler une ambulance de Clichy. C'est pas faux. Ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, maître. Merci, Laurence. Je vous laisse retourner à votre cabinet. J'y vais de ce pas. Eh bien, c'est parti. Et nous, eh bien, on va se poser la question des panneaux. Vous savez, Gabin, qui aime bien dénicher des panneaux bizarres. C'est quoi ce truc? C'est maintenant. Eh ben, je vous l'avais annoncé, il est arrivé à mes côtés. Salut Gabin. Salut Laurence. Ça va Pierre? Ouais, moi je suis content. Excuse-moi, je t'ai pas demandé. Hein. Non, mais de toute façon, tu m'aimes plus, c'est ça. On le sait. Je préfère Laurence, tu l'as toujours su. Hein. Alors ça, je peux comprendre. Non, alors... Donc là, une des passions de Gabin, c'est de dénicher des panneaux un peu bizarres. C'est ça. Cette semaine, Laurence,
Très très bizarre ce panneau. C'est un panneau du Moyen-Âge? Non, non, ça c'est la brouette espagnole. Non. Alors c'est un panneau d'interdiction déjà. Hein. Rond, rouge, panneau d'interdiction. C'est un panneau d'interdiction, mais c'est pas du Moyen-Âge d'ailleurs. On va faire. Je vais vous poser une petite question. En quelle année il est apparu ce panneau? 1412. Ah, c'est de l'émission Les Visiteurs. Non, je sais C'est pas. quoi cette charrette? Bon, Non, je déjà, Pierre, est-ce que tu penses que tu étais né quand il est apparu ce panneau? Non, 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 je t'ai pas né, c'est avant ça. Ok, on va remonter encore plus loin dans l'âge. Laurence. Est-ce que tu penses que tu étais né quand il est apparu ce panneau? J'oserais dire que non. Eh ben, tu as raison car il est apparu en 1932. Ah oui, mais je sais pas. Ouais. on le voit pas depuis 1932, on le voit depuis 1977 sur nos routes. Ah oui, ah bah j'étais née. Mais il y a franchement des gens qui poussent des charrettes et qui on interdit de pousser ce type de charrette. Parce que moi j'ai jamais vu ça quoi. J'ai jamais vu ce panneau. Le panneau non, les charrettes oui. Les charrettes oui, mais il y a des charrettes à bras. Mais on les retrouve où ces panneaux en fait? Alors on peut les retrouver dans des zones piétonnes, dans les marchés, dans les centres-villes historiques ou encore dans les parcs naturels ou les zones protégées. Ah ouais. Donc quand vous allez par exemple à la fête foraine ou au marché, ben, vous pouvez les retrouver ces panneaux. Donc on n'a pas le droit d'aller à la fête foraine avec sa charrette. Et balai. En fait c'est interdit de pousser une brouette quoi, Ouais. peu de choses près. Il est aussi appelé, Pierre, voie interdite aux véhicules à marche lente. Mais oui, c'est vrai, c'est un panneau qui interdit les véhicules qu'on tire à bras. Ouais. Ouais, qu'on tire à bras. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce rendez-vous, cette chronique, parce que tu nous fais découvrir des choses. Ah, j'en aurais un à te proposer pour la semaine prochaine. Ok, bah très bien, bah, on verra le panneau de Laurence la semaine prochaine alors. Eh ben c'est cool. Bon allez, tu sais ce qu'on va faire? On va garder notre ami Gabin, parce que dans ses passions, il n'y a pas que les panneaux de signalisation. Et heureusement, cet homme est aussi passionné de cinéma et de voiture. On y va? Ouais, attends, je donne peut-être un petit indice à ceux qui Vas-y. nous regardent. On va parler de ça cette semaine. Enfin, de ça, de elle. Allez, c'est parti. Et c'est notre rendez-vous Autopassion. C'est ça. Salut Vincent. Salut Gabin. Tu vas bien? Bien et toi? Regarde ce que je t'apporte aujourd'hui. Oh, ça c'est 911, type 996. C'est ça, et c'est sali dans Cars. Ah ouais, exactement, ouais. On va en parler? Allez, go. Allez, c'est parti. Bon Vincent, qu'est-ce que tu as à me dire sur cette voiture? C'est une 911 type 996, voiture produite entre 97 et 2005. Les premiers modèles, c'était la Carrera, ça faisait 300 chevaux. Et après, on monte jusqu'à la GT2, donc le haut de gamme un peu piste. Et là, tu es en 462 chevaux. Ah ouais, mais c'est du lourd. Ah, c'est une voiture qui montait entre 270 et 300 km/h. Ouais, quand même, elle doit être aimée cette voiture, elle doit être... Eh ben non, pas tant que ça. Cette Porsche a été assez boudée. D'ailleurs, aujourd'hui, la cote, tu vois bien que c'est celle qui tient un peu le moins la cote, pour deux raisons. C'est la 5e génération et les Porschistes aimaient beaucoup ce refroidissement à air et on est passé au refroidissement à eau. Il y a eu des petits problèmes aussi au début, donc ce qui n'a pas aidé. Et la deuxième raison, c'est que ils avaient une forme de feu à l'avant qui était un peu spéciale et il avait assez allongé la voiture, surtout sur l'avant, et ça n'a pas plu aux Porschistes. Les Porschistes, ils aimaient ce feu rond. Et d'ailleurs, après, dès la 97, on est revenu au feu rond. Ok, très bien. Bah moi, ça changera pas, j'aimerais toujours sali, quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, est-ce que tu savais que pour le film Cars, les réalisateurs, ils ont parcouru 240 000 km dans toute l'Amérique pour créer cette atmosphère vraiment qu'on retrouve dans Cars? Ah, ils ont dû passer du temps dans leur voiture. Ouais, et ils ont pris plein de photos et vidéos, en espérant qu'ils ne sont pas allés aussi vite que Sally, parce que sinon les photos elles doivent ressembler à rien. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, on connaît Pixar pour leurs petits détails dans leurs films d'animation. Ils sont allés jusqu'à, dans le Cars 1, mettre le numéro 86 sur l'ennemi de Cars. Est-ce que tu sais pourquoi le numéro 86? Non. Eh ben, c'est tout simplement parce que la date de création de Pixar, c'est 1986. D'accord. Et Cars a le numéro 95, car le premier film d'animation Pixar est sorti en 95, Toy Story. C'est fou comment ils sont dans les détails. Le nom de Flash McQueen, d'ailleurs, tu sais pourquoi il s'appelle Flash McQueen? Non. En fait, c'est Pixar qui a voulu rendre un hommage à un animateur de Pixar mort en 2002, donc Len McQueen. Mais on peut aussi voir un petit clin d'œil à Steve McQueen, un acteur américain célèbre. Passionné de voiture. Exactement, entre autres pilotes. Tu aurais une dernière anecdote à me raconter sur cette voiture? Alors, si tu veux, justement, j'ai un moteur de Porsche ici. Mais non, incroyable, j'avais pas À vu. peu près dans le même principe que le moteur que tu retrouves dans la 996. Donc c'est avec ce moteur flat. Donc flat, pourquoi? Parce que en fait les pistons travaillent dans ce sens-là, ce qui est assez rare. Donc ce qui donne un bon centre de gravité d'ailleurs à la voiture, parce qu'on écrase tout le poids un maximum en bas. Contrairement
à là, bon, on est sur un moteur Ferrari 360 Modena, ou on est sur un V, ce qui monte beaucoup plus la masse du moteur. Ok. Voilà un peu la différence entre un flat, un V, et après il y a un ligne qui est encore autre chose. Ok, très bien. Bah, je te remercie, Vincent. Il n'y a pas de quoi. Bon, et toi, Laurence, tu l'as vu le film Cars au moins? C'est un dessin animé, Cars. Ouais, Cars, ouais, c'est un de mes dessins animés préférés, ça représente toute mon enfance, donc je me devais de faire cette chronique. Ouais, mais ça a marché, ça a marqué toute une génération. Moi, je vois mon fils Mathieu, bah, tu connais, il a 16 ans. Il a grandi avec Cars. C'était sa première idole quand il était petit. J'ai mon petit bout qui est là. Bah, devine à quoi il joue. Bah, il joue avec Cars. C'est clair. Et tu sais, quand il vient ici, en fait, cette petite voiture-là, eh ben, elle est là. Et à chaque fois, il me dit, papa, est-ce que je peux la prendre? Pas le grand de 16 ans, hein, on est bien d'accord, mais le petit. Et je pense qu'elle a marqué tout le monde. Puis franchement, Sally, là, en l'occurrence, celle-là, va falloir que tu nous la fasses. Hein. Elle va arriver bientôt, elle va arriver bientôt. Ouais. Et puis bravo. Enfin, en tout cas, puis on embrasse Vincent, hein, qui est notre passionné aussi. On rappelle d'ailleurs qu'on retrouve Vincent chez Autopassion. C'est ça, dans son café Autopassion à Paris. Voilà, boulevard Brune, hein, c'est à côté de la porte d'Orléans. Qui a un café très sympa avec des jolies caves, du joli vin et puis une belle assiette. Ouais, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci. Alors bouge pas parce que là, tu sais ce qui va se passer. Il est encore gonflé. C'est surtout que j'en connais un qui se retient depuis le début de l'émission. Cette chronique s'appelle Ça me gonfle et c'est avec Pierre. Pierre, ça me gonfle, les cyclistes qui ne semblent absolument plus respecter les feux tricolores. Oui, ça me gonfle parce que quand on prononce cette phrase, on a l'impression qu'on est dans une vérité générale, en fait, qu'on est dans quelque chose qui n'est pas forcément fondé sur une vraie réalité. Eh bien, si c'est une réalité, plus aucun cycliste ne respecte le code de la route. J'en veux pour preuve, notamment la préfecture de police de Paris, qui note que les comportements de ces chauffards du guidon auraient augmenté de 180% ces dernières années. Alors, quels sont les éléments sur lesquels on retrouve nos amis cyclistes en infraction? Alors, je vous ai préparé un petit ordre, vous allez voir, c'est magnifique. En 1, le franchissement des feux tricolores. Alors, au vert, chers amis cyclistes, vous avez le droit, hein, c'est quand la pastille, elle est là-haut, sur le rouge, c'est interdit, il faut quand même se le remémorer. En 2e, c'est le refus de priorité. L'usage du téléphone, notamment l'oreillette aussi qui arrive en 4e position pour écouter de la musique ou tout autre. Est-ce que vous accepteriez qu'un automobiliste soit avec des oreillettes en train de griller les feux? Non. S'il n'y a pas trop d'accidents, c'est parce que vous, cyclistes qui ne respectez pas le code, je ne parle pas de ceux qui le respectent, ceux qui ne le respectent pas, vous comptez sur nous, automobilistes, pour le respecter, pour votre sécurité. Mais alors, on a un peu l'impression qu'ils sont en totale impunité, en fait. Hein, ouais. Ça y est. Ça peut plus durer. Alors les militants des associations anti-voitures m'ont sorti des arguments absolument dingues. Alors je les ai notés parce que pour moi on est dans le grotesque. Hein. Par exemple, certains ont dit « Commettre une infraction permet parfois de se mettre en sécurité ». Je vous laisse réfléchir. Moi, je trouve ça lunaire comme propos. J'en ai trouvé une autre qui est absolument fantastique, hein, pareil, d'une association de cyclistes. Certaines infractions peuvent faciliter un trajet, comme griller un feu rouge pour éviter les arrêts et les redémarrages. Quoi? Non mais sérieusement? En fait, vous êtes en train de m'expliquer que pour vous mettre en sécurité, vous grillez un feu rouge? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Non, forcément, on est dans un délire. Et ce délire, eh bien, au final, derrière vos contre-vérités stupides, eh bien, ça a des réalités sur les accidents, Laurence. 21% d'augmentation de la mortalité des cyclistes entre 2019 et 2021. Je ne parle pas des années à venir. Ça risque d'être l'hécatombe. Franchement, la moindre des choses, c'est de s'arrêter au feu. Mais alors, moi, ce qui me gêne, en tout cas, c'est que depuis que Paris ou les grandes villes, maintenant, il y a plein de vélos partout. Est-ce qu'il y a une étude réelle et sérieuse sur le comportement des cyclistes qui a été faite? Ça va venir. Ah. Mais en attendant, je suis allé chercher avec toute mon équipe. On a trouvé une étude, hein. Elle date de 2014. Alors, elle a été conduite à Strasbourg. Que dit l'étude de Strasbourg? Elle a analysé le taux de respect du feu tricolore. Le feu, quand il est rouge, 64% des cyclistes respecteraient le feu tricolore en 2014. Alors, moi, je veux bien, mais mon petit doigt me dit que dans les jours à venir, on va sortir une étude, nous, à l'association 40 millions d'automobilistes, et vous allez voir, je le dis et je le répète, plus aucun cycliste ne respecte le code de la route. Ça doit suffire, il va falloir passer à une campagne de verbalisation. Mais alors, moi, c'est pas pour être dans leur sens, mais quand on sait que quand le code a été changé pour les vélos, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de prendre des rues en sens inverse, et je veux dire, après, ben voilà, du coup, ils ont la sensation qu'ils ont le droit de tout faire. Oui, alors ça, il n'y a pas trop d'accidents, contrairement à l'idée reçue. Même moi, je n'étais pas très favorable à ça, Laurence, l'idée d'avoir des vélos qui roulent à contresens, je le fais pas. Je me vois mal dire à mes enfants, quand ils apprennent à faire du vélo, bon, la route, c'est pas grave, le panneau, quand tu es en voiture, tu peux pas rouler à contresens, mais à vélo, oui.
Donc effectivement, je pense que ça a envoyé un très mauvais signal. Il n'y a pas d'accident, mais ça envoie un très mauvais signal. Mais le pire, ça reste quand même... déjà, est-ce que tu aurais idée de conduire avec les oreilles bouchées, avec un casque audio en train d'écouter de la musique? C'est stupide, personne ne le ferait. Est-ce que tu aurais idée avec ta voiture de dire harakiri et de fermer les yeux et de passer au feu? Non, personne n'est suffisamment stupide pour faire ça. À part peut-être certains qui roulent sur 2 roues, mais qui ne sont pas des passionnés de la bicyclette, parce que je peux vous dire qu'un vrai passionné de la bicyclette, il s'arrête au feu. Exactement. En tout cas, faites attention, s'il vous plaît, si vous avez votre vélo, faites attention. Arrêtez-vous au feu, quoi. Je vais encore me faire des copains, moi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça me gonfle, ça me gonfle. Écoute, alors après, ça me gonfle, pour ou contre. Et alors, vous allez voir que la question que l'on va vous poser, pour ou contre l'interdiction de consommer du CBD avant et au volant. Pour ou contre, aujourd'hui, et pour ce débat, nous allons vous poser la question, nous poser la question pour ou contre l'interdiction du CBD au volant. Alors évidemment, je garde Pierre pour 40 millions d'automobilistes, et puis on a demandé à Jade d'être également avec nous pour ce sujet. Ça, Jade, ça te va? Très bien. Et tu sais pourquoi on t'a demandé de venir? 3 personnalités différentes et 3 générations différentes. Et ça, c'est important pour tous nous représenter. Alors, pour ou contre l'interdiction du CBD au volant, Lénie est allée vous poser la question. Écoutez-vous. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de conduire sous l'empire du CBD? Contre. Contre. Pour. Pour. Il faut pas qu'ils conduisent s'ils ont fumé quelque chose. Oui, voilà, faut pas conduire s'ils ont fumé. Contre. Je suis pour qu'on interdise la conduite, oui. Ça dépend, je dirais contre par rapport aux effets que ça peut donner si la personne en consomme beaucoup, quoi. Mais pour si la personne elle en est consciente et que ça dérange pas sa conduite. Vous l'avez vu, c'est un peu moite-moite. Il y a même certaines personnes qui ne savent pas encore ce que c'est que le CBD. Ça tombe bien. On a demandé à Aurélie de nous en dire plus. Aurélie, c'est quoi le CBD? Bonjour Laurence. Le CBD, qu'on appelle aussi cannabidiol, est une substance naturellement présente dans le chanvre, la plante du cannabis. Mais contrairement au cannabis, le CBD n'est pas classé comme stupéfiant ou psychotrope parce qu'avant d'être intégré à différents produits de consommation, il est purifié, c'est-à-dire nettoyé des autres substances psychoactives que contient le cannabis, dont la principale, le THC, est interdite. Merci Aurélie, j'ai beaucoup mieux compris ce qu'est le CBD. Mais alors concrètement, est-ce qu'on a le droit ou non pour ou contre l'interdiction du CBD au volant? Puisque, Pierre, ça n'a pas l'air dangereux ce truc. Oui et non. En fait, la difficulté du CBD, Laurence, c'est que ça va persister dans l'organisme et il y a une dose infime de THC qui reste. Quand tu as un contrôle routier, on va regarder, puisque c'est un délit, la consommation de cannabis en France. Le THC va être détecté, et même s'il est en infime partie, tu es positif, oui ou non? Oui. Donc derrière, perte de points, suspension du permis, passage devant le juge, etc., etc. Et en appel, la Cour a confirmé le fait que le THC restait illégal. C'est du délit, quoi qu'il arrive. Donc dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la consommation de produits incluant du CBD, tu le fumes en cigarette électronique ou en herbe, c'est légal à la vente, légal à la consommation, malheureusement, illégal au volant. Et puis ça existe aussi en huile essentielle, ça existe dans plein de choses, quoi. Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette information. On en parlait au bureau avec Jade, avec Gabin, avec Louane, avec Aurélie, et on se disait, mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les automobilistes soient au courant? Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que dans ceux que tu connais, toi, dans tes amis, c'est un produit qui est tendance à la mode? Moi, je vais être très honnête avec toi, dans mon entourage, non, en fait. C'est pour ça que la génération, c'est important. Mais je me dis, une jeune génération qui sort, peut-être que vous allez aller sur ce genre de substance qui, en plus, est totalement légale et vendue comme pas dangereuse du tout. Ça. Voilà. Est-ce que toi, Jade, tu en consommes? Moi, j'en consomme pas personnellement et je sais que c'est pas forcément une vraie tendance. Mais dans mes amis, dans mes proches, j'en connais beaucoup qui fument du CBD pour remédier à certains problèmes de sommeil, des douleurs, etc. Mais aussi en remplacement de drogues comme le cannabis. Mais ils ont le permis ou pas? Non. Pas tous. Pas encore, donc ça va, ils sont pas. Mais est-ce que... Mais certains l'ont, mais ils savent pas que ça oui, c'est ça. Positif.
Et en fait, tu vois la surprise, ça veut dire que tu peux avoir un jeune, donc il vient d'avoir son permis, il a 6 points sur son permis. Il va consommer un produit qu'il a acheté légalement dans des boutiques qui poussent comme des champignons partout en France. Donc il y en a partout. De champignons alors qu'on parle d'herbe. Je pourrais dire que je l'ai fait exprès, mais c'est pas vrai. Et en fait, ils vont consommer, ils vont se faire arrêter par les forces de l'ordre, on va leur poser la question, est-ce que vous avez consommé des psychotropes Ils vont dire non, et ils vont être positifs. Mais d'ailleurs, c'est suite à une histoire vraie. Ouais, c'est exactement ça. Raconte-nous. En fait, on a un automobiliste qui a été contrôlé positif au stup, alors qu'il n'en consomme pas. Donc, comprend pas, il conteste. En contestant, on lui dit bah, « Monsieur, je suis désolé, échantillon B, c'est comme ça, vous êtes positif. » Et il dit « Non, mais j'ai consommé du CBD. » Mais le CBD, il n'y a pas de THC dedans. Faux, il y en a un peu. Mais le un peu, ça subsiste. C'est ce que disait Aurélie, c'est qu'au final, ces substances, elles vont persister dans notre corps, être détectables. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'on continue à rien faire, à pleurer sur le lait répandu? En fait, le gouvernement se pose plusieurs questions. Première question. Vous allez voir, c'est complexe. Hein. Première question. Pour ne pas prendre le petit taux, il faut un taux. Mais si on applique un taux légal... C'est taux, ton histoire. Ouais. Taux, TAUX. Ouais. Mais si il faut un taux légal, ça veut dire qu'on a légalisé. Et donc... La sécurité routière rentre en confrontation avec la santé publique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Donc on est obligé de dire le THC illégal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben nous, ce qui nous paraît globalement intelligent... À 40 millions? Ouais, c'est de se dire, pourquoi pas sur les paquets de ces substances, indiquer très clairement qu'il y a un danger pour votre permis de conduire, que vous risquez tout simplement de comparaître devant le tribunal. C'est ça, en fait, qu'il faut faire sur le CBD. Surtout qu'à ce moment du sujet, on peut avoir des traces jusqu'à 3 semaines après la consommation de ce CBD. Que ce soit en fumant ou en pastille. On ne va pas se voiler la face. Si demain, on appose sur les produits un mot qui explique « Attention, vous risquez de perdre votre permis de conduire », la consommation, à mon avis, elle va fracasser par terre. Bah forcément, surtout que maintenant... La seule recommandation, c'est d'attendre 6 à 7 heures avant de prendre le volant après avoir consommé du CBD, parce que ça peut provoquer de la somnolence. Les gens, ils vont pas comprendre. Ouais, et le problème n'est pas la somnolence. Le problème, c'est la perte du permis de conduire. Exactement. Ah oui, parce que aujourd'hui, les vendeurs vous donnent à peu près cette donnée, quoi. Ils vont vous dire 6-7 heures avant de reprendre le volant. Ouais, mais ça correspond pas aux habitudes de consommation. Un jeune, il est en soirée, il consomme le samedi soir, après il prend sa voiture et rentre chez lui. Admettons, on a un jeune super sérieux, il n'a pas consommé une goutte d'alcool, il n'a rien fait. Il a consommé que des produits 100% légaux qu'on lui a vendus comme n'étant pas ni de la coke, ni du cannabis, ni quoi que ce soit. Illicite, ouais. Rien d'illégal, rien d'illicite, rien de puni, rien de répréhensible. Il va perdre son permis. Avec toutes les conséquences derrière. Hein. Perdre le permis, perdre peut-être son emploi, etc. Moi, je me pose une question quand même, Pierre. C'est que ce soit légal ou pas, le CBD a quand même un effet sur le corps humain de détente. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas un peu dangereux de prendre le volant de sa voiture ou le guidon de sa moto ou celui de son vélo alors qu'on est détendu par du CBD? Est-ce qu'on n'a pas un manque de réactivité, de réflexe? Forcément, moi je pense que si. C'est un peu comme les médicaments sur lesquels il y a le petit attention, ne pas conduire, ça peut provoquer de la somnolence. C'est ça. Oui, donc... Moi, je serais plutôt pour l'interdiction du CBD au volant. Bah tiens, on va se faire un petit tour. Ouais. Toi, plutôt pour l'interdiction. Moi, à titre individuel, j'ai du mal à je suis... Interdire d'interdire, toi, t'y arrives pas. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai envie de dire, chacun va faire ce qu'il veut avec sa santé. Ce qui me gêne, c'est quand il prend le volant. Ben oui. Maintenant, ce que je trouve, à minima, qui pourrait rassembler tout le monde, plutôt qu'une interdiction un peu brutale, non, ça serait de dire, écoutez, sur tous les produits qui contiennent ce type de substance, clairement indiqué, mais clairement, qu'il y a un risque pour votre permis de conduire. Très clair. Toi, tu penses que de fumer du CBD ou d'en prendre en sirop ou en suçant des bonbons, il existe des bonbons au CBD, c'est pas dangereux pour la perte de réflexe du conducteur ou... Ça me paraît évident, donc il faut l'indiquer. Ah, je suis pas sûre, moi je pense que ça peut être dangereux quand même. Oui. Je pense que ça détend trop, donc pas de CBD au volant. Non, mais ça me paraît évident. Ouais, d'accord. Au volant, ça doit rester interdit. C'est une évidence. Par contre, ce que je voudrais remettre en question, c'est plutôt que d'interdire la vente, parce qu'il y a une autre question de santé publique derrière, l'avantage de cette substance, pour en avoir parlé à l'époque au cabinet du Premier ministre, c'est que l'avantage de cette substance, c'est qu'elle empêche certains gamins de passer sur des produits de consommation beaucoup plus illicites. Et plus durs. Et plus durs. Donc, ils sont très embêtés. Donc, je ne suis pas pour une interdiction formelle. En revanche, au volant,
Il faut conserver cette interdiction forte, à mon sens, parce qu'aujourd'hui, les stupéfiants sont responsables d'entre 20 et 25% des cas d'accidents mortels, et que ça, c'est pas possible de rester sur cette tendance, il faut l'endiguer, ça c'est une certitude. Mais j'ai envie de dire, pétons la consommation déjà en apposant sur tous ces produits un message clair. Vous mettez un panneau sans, comme sur les paquets de cigarettes. Voilà. Mais un message qui dit au revoir à votre permis de conduire. Ouais, voilà. Moi, j'aurais Jade te poser une question parce que tu es un peu plus jeune que moi. Pas beaucoup. Jade, elle, de beaucoup. Votre jeune génération, comment elle voit tout ça? Tout ce qui est CBD, etc., les problématiques de volant, d'interdiction, etc. Bah, honnêtement, je pense qu'en fait, ils prennent même pas conscience que le CBD et prendre le volant, ça peut être un problème. Eux, ils voient ça vraiment comme quelque chose qui relaxe, qui est légal, donc qui ne pose pas de soucis. Et donc pour eux, il n'y a vraiment pas de problématique autour de ça. Bon, tant qu'on ne le sait pas, je pense que on s'en doute pas, on peut pas se dire, puisque c'est illégal, bah, ça peut quand même poser souci en conduisant. Mais est-ce qu'on pourrait pas, dans ce cas-là, même proposer un nouveau système qui contrôle le CBD, savoir au bout de combien de temps on peut conduire, à quel moment on n'est plus... Un éthylotest du CBD. Exactement. En fait. Voilà. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Merci à vous deux. En tout cas, voilà, on a tous exprimé notre regard sur le CBD. Moi, je suis plutôt contre l'utilisation du CBD au volant, mais bon. Merci beaucoup tous les deux. Allez, après ce sujet d'importance, on va te suivre sans CBD, sans rien, parce que toi, tu vas nous emmener en petite vadrouille. Aujourd'hui, on se retrouve à Couëron pour découvrir un bus un petit peu particulier. On peut manger, boire, mais aussi jouer à des jeux de société dedans. Alors suivez-moi. Salut! Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Super, je suis venue pour que tu me parles un petit peu du bus et ton arrivée dedans. Très bien, l'histoire du bus, c'est une grande histoire. Donc le bus existe maintenant depuis plus de 2 ans. Pour être tout honnête, c'est pas nous qui sommes à l'origine de la création du bus. C'est les anciens gérants qui l'ont importé d'une banlieue d'Angleterre, de Londres. On était clients habitués et clients fidèles, notre petite tradition du dimanche. Et le jour où les anciens gérants nous ont annoncé qu'ils arrêtaient l'activité, malheureusement, et qu'ils vendaient, avec Yoann, c'est parti d'une blague. On s'est dit trop triste, pourquoi on rachète pas? Et la blague a continué et un jour on s'est dit peut-être falloir prendre une décision et c'est là que nous avons repris le bus maintenant depuis début mai. Et du coup, vous êtes placé que ici ou vous vous déplacez un petit peu dans la région? On est ambulant, donc on est comme un food truck, on se déplace dans la région nantaise. Donc pour l'instant, on est donc ici à Couëron tous les mercredis de midi à 21h et tous les dimanches de midi à 19h. Mais on est également à Grand-Champ-des-Fontaines, dans une petite commune à côté de Treillères, où nous y sommes tous les vendredis de 16h à 21h. En plus de ça, on fait des privatisations, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, où là, du coup, on abandonne, entre guillemets, malheureusement, les lieux publics pour aller faire des prestations. Ici, on arrive sur la partie restauration, donc avec une première partie bar, où on propose plein de produits différents, et après, on a toute la partie cuisine au fond du bus. Et donc, au niveau des produits, ils viennent d'où? Est-ce que c'est des produits locaux? Voilà, tout à fait. Nous, on essaye de travailler avec un maximum de produits locaux. C'est notre devise, producteurs locaux, circuits courts, des agriculteurs du coin. Donc sur toute la partie bar, on est avec les coteaux d'une Nantais, donc à Remouillé, qui est au sud de la Loire. Pour la partie vin, on est sur le domaine de la Nouée, qui est à Saint-Julien-de-Concelles. Et pour la partie bière, on est sur 2 brasseurs. Donc on a la brasserie Olifant, qui est à Grand-Champ-des-Fontaines, pour toute la partie bière en bouteille. Et la bière en pression, on est sur la partie trompe-souris, où on varie de temps en temps avec leurs différentes variétés qu'ils ont à la carte. Et au niveau restaurant? Donc au niveau de la partie cuisine, on a plein de choses différentes. On peut très bien venir juste prendre le goûter avec tous nos desserts faits maison, ou bien l'apéro entre amis le soir, le midi ou l'après-midi, avec différents produits, planches de charcuterie avec encore des produits locaux. On travaille avec la Tome de Couëron qui est juste à côté. On propose des hot dogs, des tartines un petit peu bruschetta ou des salades. Vraiment favoriser les artisans, les producteurs, tout ce qu'on peut le plus proche de nous et en circuit court. On se retrouve maintenant en haut du bus qui est donc l'espace jeu qui peut accueillir une vingtaine de personnes. On retrouve ici de nombreux jeux qui sont donnés par le temple du jeu de Basse-Goulaine. Et donc c'est vraiment une ambiance très conviviale. On retrouve les petits fauteuils bleus de la même couleur que le bus et des petites guirlandes qui donnent une ambiance très festive. Donc c'est vraiment génial. Super bon.
Eh, sérieux, c'est hyper original comme concept. T'as vu ça, surtout de ramener un bus d'Angleterre pour le transformer en bus à jeu, c'est génial. Un bus à jeu. Alors attends, bus à jeu. Là, c'est pas facile à dire phonétiquement. Hein. Ouais. Et puis, on peut quand même grignoter. Exactement, il y a des petits tapas, des planches à partager, franchement, c'est top. Bon, bah moi j'aime Super beaucoup bon. tes découvertes. Allez, vivement la semaine prochaine. Et si vous êtes dans la région de Nantes, c'est ça? C'est ça, donc c'est le dimanche et le mercredi à Couéron et le vendredi à Notre-Dame-des-Fontaines. Il s'appelle le bus détourné. C'est ça. On adore, on va le détourner, tu vas voir. Merci beaucoup. Allez, après avoir découvert la petite vadrouille, ce bus détourné, Pierre, on va démonter ta caisse. C'est toi qui t'y colle cette semaine. Et pour ce rendez-vous, Pierre, je suis assez curieuse de ce que tu nous as ramené, que tu as dans tes mains. Bon alors, je pourrais vous demander hein, à tous, qu'est-ce que c'est que ça? Mais jusqu'à preuve du contraire, bah, c'est plaque d'immatriculation. Voilà, cette fois-ci, les plaques d'immatriculation, c'est tous, on en a plein la voiture. Par contre, tiens Laurence, allez, j'ai une petite question, une petite colle pour toi. C'est quoi celle-là? Bah, c'est une plaque qui n'est pas normale, on n'a pas le droit à ça chez nous, je crois. Hein. André Bouchenoir, vous êtes le président de la filière plaques d'immatriculation à la FIEV. Voilà. Tu es la fédération des équipementiers, un petit peu, tu représentes tous les fabricants dans le domaine de l'automobile. Voilà. Et du poids lourd aussi. Alors ça, ce que je vous ai ramené, légal ou pas légal? Ça dépend du véhicule. Sur un véhicule de plus de 30 ans, c'est toléré. Ah, ou autorisé, on peut même dire jusqu'à véhicule de collection, c'est Bien. autorisé. Voilà, donc ça, si vous aimez ça, alors soit vous avez un véhicule de plus de 30 ans, pas de problème, soit vous avez un véhicule qui n'a pas plus de 30 ans, gros problème, c'est tout simplement illégal. Allez. Je vais les tenir, je vais t'aider. Cadeau. Celle-ci, alors celle-ci, elle est amusante parce que regarde Laurence. Tiens, première question André. Est-ce que j'ai le droit de coller quelque chose? Là, par exemple, si je veux changer, je veux mettre un autre département, vous savez, ici. Non, la loi interdit de rajouter quelque chose sur le produit qui est homologué au départ. Mais ça veut dire que... On est obligé de changer la plaque. Ah, ça, j'ai pas le droit. Par contre, on peut ne pas changer la plaque si on a une voiture du 91 et qu'on va dans le 06, ou qu'on déménage ou qu'on change de propriétaire, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir votre département dans lequel est immatriculée votre voiture. Bon, moi, la mienne, par exemple, elle est immatriculée avec le petit logo du 28. J'habite pas dans le 28, c'est pas grave. En revanche, est-ce que tu as vu en filigrane derrière? Ah oui, dis donc. Alors, André, tu nous as dit qu'on n'avait pas le droit de toucher à la plaque. Ça doit être fond blanc, machin. Alors, comment ça se fait que derrière, là, il y a un joli dessin? C'est légal ou pas? Il y a des homologations avec des trames de fond qui reprennent des parties des logos de région. Et ça, on a le droit. Ça, c'est homologué. Voilà. Attention, ça doit être déposé auprès de l'UTAC. Sur les modèles, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça doit être déposé, le modèle doit être déposé auprès de l'UTAC. Mais ça, je peux. Est-ce que j'ai une question? Je peux poser une question? Reviens. Ça, maintenant, là, j'ai le logo de la France et de l'Union européenne que je n'ai pas sur les anciennes. C'est normal, maintenant, elles y seront tout le temps. Toujours. C'est juste une tolérance pour les véhicules de collection. D'accord. André, moi, j'ai une question. Elle est simple et concerne un chiffre en pleine augmentation en France, les usurpations de plaques d'immatriculation. Oui, il y en a beaucoup. Et il y en a de plus. C'est un des chiffres qu'on n'arrive pas à endiguer en France, Laurence. C'est en pleine augmentation, il y a une véritable hémorragie, tout comme plein d'indicateurs, les vols de véhicules, etc. Donc cette augmentation qu'on voit apparaître à l'écran sur les usurpations de plaques d'immatriculation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endiguer? En fait, la question que je me pose, c'est simple. Comment ça se fait que quelqu'un qui veut copier la plaque d'immatriculation de Lolo, il puisse le faire? Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune obligation de demander une carte grise ou une pièce d'identité pour refaire une plaque. Donc, il n'y a rien de prévu dans les textes de loi. C'est-à-dire que je choisis mes numéros au pifomètre. Admettons, j'ai la même voiture que Laurence et j'ai décidé de ne plus avoir PV. Il y a deux sortes de doublettes. Il y a une doublette, entre guillemets, c'est pas le même véhicule. Donc, si on reçoit un PV, il n'y a pas de souci. J'ai une Mercedes et une Clio. Ça s'arrête net. Mais par contre, quand c'était une vraie doublette, que la personne a pris votre véhicule pour la même couleur, la même chose, pour mettre votre numéro, c'est plus compliqué. Il faut déposer plainte, il faut refaire une plaque et refondre une carte grise différente. Des fois, il faut même régler. Enfin, c'est très compliqué. Mais pourtant, il y a le numéro de série de la voiture qui peut être... Oui, mais en cas des contrôles de, de radar, d'identification, de PV de stationnement aussi, il y en a qui font ça pour les PV. En fait, typiquement, tu sais ce qui se passe. On a des villes, par exemple, notre cher ami de la capitale, qui va appliquer des sanctions délirantes. On en a parlé en début d'émission sur les tarifs de stationnement. Que font les petits malins? Regarde ta voiture, ils ont la même. Ils vont prendre ta plaque, ils vont partir avec 50 balles dans la poche pour faire des plaques chez le cordonnier. Il a le droit. Il a le droit de le faire. Donc le cordonnier va faire les plaques, il va les poser sur la voiture et derrière, tu reçois les jolis PV. Malolo. Sauf que la première chose qu'on pourrait faire, c'est d'obliger, puisque on le sait, on peut faire des plaques un peu où on veut,
d'avoir la carte grise pour faire la plaque. Et oui, et c'est ce qu'on avait fait avec 40 millions d'automobilistes. On a déposé une proposition de loi déposée par le député Luc Gesmar en Loire-Atlantique. Et cette proposition de loi était très simple, c'était de faire en sorte qu'on doive impérativement montrer ses papiers d'identité et le papier d'identité du véhicule, c'est-à-dire la carte grise, pour avoir une plaque d'immatriculation. Manque de bol, dissolution. Donc notre proposition de loi, elle tombe depuis l'Everest, et au final, il va falloir reconstruire, retrouver des parlementaires pour reproposer cette loi qui me paraît fondamentale sur les doublettes de plaques d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation, tiens, comment ça se passe? Comment elle se construit? Comment elle se bâtit cette plaque? Il y a une machine? Il y a plusieurs technologies, mais voilà, le numéro est toujours fait dans les points de vente. Nous, nous vendons les plaques vierges avec des matériels dans les garages, quel que soit le fabricant. Et après, le numéro définitif est fait chez le point de vente. Il n'y a pas de plaque qui part de chez les fabricants quasiment avec le numéro déjà fait. D'accord. Bon, donc, ça va aussi sensibiliser le professionnel sur le fait que s'il y a une fausse plaque, il peut toujours dire que le gars lui a donné un mauvais numéro. Là, il n'y aura pas de problème. S'il est obligé de demander la carte grise, s'il y a une erreur, ce sera forcément lui. Voilà. Et ben voilà, bon, j'en sais un peu plus sur les plaques. Merci, monsieur. Ah ben voilà, je t'ai démonté ta voiture. Ouais, à l'extérieur. Hein. Merci beaucoup, André Bouchemar. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes le président de la branche des plaques d'immatriculation auprès de fabricants pour la Fièvre. Allez, maintenant. Merci à vous. Nous, on va rester là. On va pas rester. Nous, on galère plus avec nos plaques, mais j'en connais un autre qui galère tout le temps, c'est Gabin. On retrouve notre ami Gabin à qui il arrive toujours des galères. Il s'est passé quoi? Bon alors Laurence, moi j'organise un petit week-end en amour avec ma copine, Pépouze, on part à La Rochelle. Puis bah là tu me connais, encore une galère de voiture, qu'est-ce que je fais? Bah je vais voir Gilles, à Tournai, en Belgique. Et Gilles c'est? Gilles Rigaud, le directeur commercial de Bardel. Coucou Gilles! Quand ton filtre à particules il est encrassé, il est saturé, et donc l'air de l'échappement n'arrive plus en partie à passer à travers. Et c'est ce qui limite ta puissance, ton accélération et ta vitesse. Okay. Alors j'ai une solution pour toi, c'est le nettoyant FAP et Turbo. Tu mets le produit dans ton réservoir, tu roules pendant 200 km, tu accélères quand ton moteur est chaud pour donc faciliter le décrassage de ton filtre à particules, et tu vas retrouver ton filtre à particules nettoyé grâce à ce produit que tu mets dans ton réservoir. Facile, pas de contraintes et c'est pas cher. Très bien, super. On peut tester le produit? Oui, viens, on y va. Bon, Gabin. Encore une fois, ça va être simple. C'est facile pour toi. Ok. Tu as ton bidon. Celui-là. Voilà, le nettoyant FAP et Turbo. Ok. Donc ce produit, il va permettre d'éliminer donc les particules de suie qui bouchent l'entrée de ton filtre à particules. Ok. Alors comment le produit fonctionne? Eh bien, il abaisse la température de combustion des suies. Pour ça, c'est facile. Tu prends le prolongateur, voilà, tu le retires, tu dévisses gentiment le bouchon, voilà. Tu vas venir visser ce prolongateur, tu vas verser le produit tout simplement dans ton réservoir. Tu prends le prolongateur, tu vas venir appuyer là-dessus et hop, tu vas vider ton bidon. Ah ouais, c'est génial, j'ai rien à faire en fait. Voilà, t'as rien à faire. Maintenant qu'il est vide, tu le retires, tu refermes ta trappe et tu vas rouler pendant 200 km en montant ton régime. Ah, c'est super. Quand ton moteur est assez chaud, tu pousses tes rapports. Ok. Et tu vas solutionner ton problème de filtre à particules qui est obstrué. Très bien. Voilà. Alors je te laisse le bidon vide. Nickel, bah merci Gilles encore une fois. Hein. Eh ben je t'en prie. Tu me sauves d'une galère. Allez, à plaisir. Salut Gilles. Ciao. Eh ben voilà, du coup c'est les fameux FAP, les filtres à particules ou filtres anti-particules. Mais alors du coup, il était un peu foutu ton week-end à La Rochelle? Bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. En prévoir un autre. Oui, c'est ça. Allez Gabin, reste avec nous parce que j'ai une petite sensation que tu vas encore nous gâter pour la fin de cette émission avec l'instant déjanté. Mais juste avant, on retrouve Jade et il est question d'assurance. Et pour Bonus Assuré, vous le savez maintenant, chaque dimanche matin, nous allons aller poser une question pour l'assurance à un spécialiste. Et Jade, il s'agit de... Olivier Moustasakis, le cofondateur de Assurland. Et là aujourd'hui, la question c'est l'assurance au kilomètre. Comment ça marche? Bonjour Olivier. Bonjour Jade. Combien de kilomètres pour venir jusqu'ici? Moins de 2, donc ça a été rapide. Donc ça va. Et alors l'assurance au kilomètre, est-ce que tu pourrais m'en parler? Qu'est-ce que c'est? Alors il y a plusieurs types de formules d'assurance au kilomètre. Il y a des assureurs qui proposent des forfaits kilométriques, donc moins de 15 000 km, de 15 000 à 30 000 km par an.
Donc ça, c'est l'ensemble des assureurs du marché qui proposent ce type de forfait. Et il y a aussi des formules avec le kilométrage réel. Donc là, il faut souvent installer un boîtier dans son véhicule et l'assureur va tarifer en fonction du kilométrage réel qui est parcouru. Alors il faut faire attention parce qu'il y a souvent un petit prix d'abonnement aussi pour installer le boîtier. À qui est-ce que tu conseillerais l'assurance au kilomètre exact? Parce que c'est un petit peu compliqué. Donc pour les petits rouleurs, pour ceux qui font moins de 10 000 km par an, ça vaut la peine de regarder justement les formules d'assurance au kilomètre réel. Parce qu'en effet, ça va être plus avantageux en termes de coût d'assurance. Donc dans le cas d'une déclaration au kilomètre, si on se trompe de déclaration, si on se trompe dans le kilomètre, qu'est-ce qui se passerait? Quels sont les risques? Là, on aborde le sujet de la fausse déclaration. Alors, soit on se trompe intentionnellement, soit on a fait une erreur, d'accord? Mais il ne faut jamais faire de fausse déclaration à son assureur, parce que le principe du contrat d'assurance, c'est ce qu'on appelle un contrat de bonne foi. C'est-à-dire que l'assureur, toutes les déclarations que vous allez faire, il va les prendre pour acquises. Le problème, c'est que si vous déclarez que vous allez rouler 10 000 km par an et que vous en roulez 30 000, dans un sinistre, la première chose que va vérifier l'expert, c'est le nombre de kilomètres inscrits sur votre compteur. Et donc il va faire un relevé avec le nombre de kilomètres inscrits. Et si malheureusement vous n'avez pas respecté, vous avez fait une fausse déclaration, vous pouvez soit avoir une baisse de l'indemnisation qui était prévue à votre contrat. Donc l'assureur va dire, c'est simple, vous payez une prime pour 15 000 km par an, vous êtes à 20 000, donc vous auriez dû payer une prime plus élevée de X%. Donc en proportion, je vous réduis votre indemnisation du même montant. Donc ça, c'est le cas de figure, on va dire, le moins pénalisant. Il y a des contrats d'assurance aussi, des assureurs qui prévoient aussi une déchéance de garantie, c'est-à-dire que vous ne serez pas du tout indemnisé. Donc un principe de base en assurance, ne jamais faire de fausses déclarations, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça vous retombe dessus. Oui, donc vaut mieux faire très très attention. Il faut informer son assureur. Alors, même si on a pris un forfait à 15 000 km et qu'on voit qu'on va dépasser, c'est pas un problème en soi. Il faut juste informer son assureur en disant voilà, je vous avais déclaré que je faisais 15 000 km par an. Il se trouve que là, je suis à 14 000, il me reste encore 3 mois, donc je vais le dépasser. Donc soit l'assureur va légèrement modifier votre prime, soit il va prendre acte de votre déclaration, sans forcément majorer la prime, mais au moins vous êtes couvert, votre assureur a été informé. Merci Olivier, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec plaisir, Jade, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, et toi Laurence, tu fais combien de kilomètres par an? Alors, je suis entre 35 et 50. 1000 kilomètres, je suis une vraie rouleuse. Là, je te conseille vraiment pas l'assurance au kilomètre. Non. Ça reviendrait cher. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pour ceux qui roulent pas beaucoup, franchement, oui. C'est vraiment une bonne Mais idée. il faut faire attention à ces kilomètres pour pas faire de fausses déclarations. Mais en tout cas, merci à toi, parce qu'une fois de plus, et c'est un peu le but de cette émission, que vous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux régulièrement. Vous pouvez nous donner d'ailleurs vos petites questions sur l'assurance. Exactement, vous pouvez faire sur Instagram ou même en commentaire sur YouTube. Voilà, comme ça nous on s'en occupera et puis on posera des questions à Olivier Moustasakis de assurland.com. Bon, il en peut plus à côté, vous l'avez vu, hein, il est déjanté lui aussi. Bon, c'est l'instant déjanté, vous l'attendiez, on arrive à la fin de cette émission. On va partir avec la première image. Laurence, encore une fois, je sais pas ce que t'as voulu jouer avec moi la semaine dernière, mais t'as voulu me faire une petite battle de regard, j'ai pas trop aimé ça. T'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, hop, allez. Et comme tu et toi, tu termines, tout le monde a pris pour son grade. Allez, on continue, il y en a une autre qui en prend pour son grade. Et Bon, en tout cas, ce qu'on sait avec toi, Laurence, c'est que t'as pas perdu ton côté foufou. Et t'as vu Lolo, elle est... On n'a pas beaucoup vu Pierre Chasseret dans ce bêtisier, du coup je vais vous mettre c'est raté. Si les Bouches-du-Rhône est le premier... Si... Eh bien, il n'y a pas d'infraction. Voilà. Bel habitacle de votre... Regardez cette image de Jade qui essaie de dire les sondages, combien de fois elle l'a fait à votre avis? On va compter. Bien Laurence, comme chaque semaine, on vous a la... Et bien Laurence, comme chaque semaine, 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 et bien Laurence, comme chaque semaine. C'est quoi que je dois dire déjà? Elle sait plus ce qu'elle doit dire à la fin. C'était mon déjanté, on se retrouve la semaine prochaine. Ah j'adore, merci beaucoup. Bon mais en tout cas on finira toujours avec cette note d'humour de notre jeune réalisateur. Bon il faut qu'on fasse attention et c'est vrai qu'on lui donne quand même ce qu'on appelle nous dans le métier du biscuit à chaque enregistrement et j'ai l'impression que la semaine prochaine ça va encore être bien déjanté. Merci à tous, merci à Pierre là, qui est en train de jouer les réalisateurs à ce moment, Lénie qui est à ses côtés, merci Jade. Merci à toi. On se retrouve dimanche prochain. Comme toujours. Merci Gabin. Merci Laurence. À dimanche prochain. À dimanche. Et quant à vous, on vous attend sur YouTube, abonnez-vous, faites passer l'émission à tout le monde et sur tous les réseaux sociaux, vos questions, vos sensations, vos impressions,
on est fan et on a envie de tout lire. Allez, à dimanche prochain, en roue libre.